Ma sœur a dit que je n'étais pas encore prête à m'asseoir avec la famille, alors je suis resté à la maison et j'ai regardé les nouvelles, où mon contrat venait de battre des records de l'industrie. Le lendemain matin, toute ma famille m'attendait dans mon hall d'entrée. J'ai besoin de me libérer de ce poids, parce que les dernières 48 heures ont été absolument surréalistes, et je suis encore en train de traiter tout ce qui s'est passé. Pour le contexte, j'ai 29 ans et je travaille dans le capital investissement. Je sais que ça semble vague, mais restez avec moi car les détails comptent. J'ai passé les 6 dernières années à travailler 80 heures par semaine, à manquer des vacances, à sauter des rassemblements familiaux, et fondamentalement, à sacrifier tout semblant de vie normale pour bâtir ma carrière. Ma famille n'a jamais vraiment compris ce que je faisais. Pour eux, je travaillais juste dans la finance, ce qui, à leurs yeux, signifiait que j'étais une sorte de guichetière de banque glorifiée. Ma sœur aînée, Mélissa, a 33 ans et travaille comme hygiéniste dentaire. Elle est mariée à un gars nommé Brad, qui gère une concession automobile. Ils ont 2 enfants, et honnêtement, ce sont les enfants prodiges de notre famille. Mes parents vénèrent le sol sur lequel ils marchent. Chaque dîner du dimanche est chez eux. Chaque fête tourne autour de leur emploi du temps. Chaque conversation finit par revenir à leurs accomplissements, aussi minimes soient-ils. Mon frère cadet, Tyler, a 26 ans et travaille dans la vente pharmaceutique. Il s'en sort bien, conduit une belle voiture, et a toujours été le bébé de maman. Il ne peut rien faire de mal à ses yeux. Puis il y a moi, l'enfant du milieu, qui était toujours trop ambitieuse, ou trop concentrée sur le travail, ou qui ne prenait pas le temps pour ce qui compte vraiment. J'ai tout entendu en grandissant. Quand je suis entré à Yale, le premier commentaire de ma mère a été de demander si je pourrais encore rentrer à la maison pour Noël. Quand j'ai décroché mon premier emploi important dans une société d'investissement spécialisée, mon père a demandé quand j'allais me poser et trouver un mari. Quand j'ai acheté mon condo à Manhattan il y a 2 ans, Mélissa a dit qu'il semblait solitaire et stérile. J'ai arrêté d'essayer de les impressionner il y a des années. Je continuais à me présenter pour les grandes fêtes, j'appelais mes parents une fois par semaine, et j'essayais de maintenir une sorte de relation. Mais il y avait toujours ce courant sous-jacent de déception, comme si je ne répondais pas à leurs attentes de ce qu'une fille devrait être. Il y a 3 mois, j'ai commencé à travailler sur le plus gros contrat de ma carrière. Nous facilitions l'acquisition d'un réseau majeur de distribution pharmaceutique par un consortium d'investisseurs. L'affaire valait 8,7 milliards d'euros. Oui, milliards avec un B. Je dirigeais l'équipe de transaction, ce qui signifiait que j'étais responsable de la diligence raisonnable, de la négociation des termes, de la coordination avec les équipes juridiques, et fondamentalement, de vivre au bureau pendant 12 semaines d'affilée. J'ai manqué le dîner d'anniversaire de Tyler. J'ai manqué le championnat de football de mon neveu. J'ai dû annuler ma présence à la fête de départ à la retraite de ma mère à la dernière minute, parce que nous avions rencontré un obstacle avec l'approbation réglementaire. À chaque fois, je me suis excusé abondamment et j'ai expliqué que je travaillais sur quelque chose de massif. Mais la réponse était toujours la même: déception fatiguée. Il y a 2 semaines, Mélissa m'a appelé pour Thanksgiving. Notre famille fait toujours cet énorme dîner chez elle avec environ 20 personnes, la famille élargie, les parents de Brad, toute la production. Elle a demandé si je venais, et j'ai dit, absolument. Je ne manquerais ça pour rien au monde. La transaction devait être conclue le 22 novembre, 2 jours avant Thanksgiving, donc je serai libre. Avance rapide jusqu'à mardi dernier, 5 jours avant Thanksgiving. J'ai reçu un appel de Mélissa vers midi. J'étais au milieu d'une conférence téléphonique, mais j'ai vu que c'était elle et j'ai pensé que ça pouvait être important. Alors, je suis sorti et je l'ai rappelé. Et, qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé en marchant déjà vers mon bureau. Alors, écoute, à propos de jeudi, a-t-elle commencé? Et j'ai pu entendre ce ton dans sa voix, celui qu'elle utilise quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle sait que je n'aimerais pas, mais dont elle est convaincue d'avoir raison. Brad et moi avons discuté, et nous pensons que peut-être, cette année, tu devrais passer ton tour. Je me suis arrêté net de marcher au milieu du couloir. Quoi? Passer mon tour pour Thanksgiving? C'est juste que tu as été tellement peu fiable ces derniers temps, et nous essayons de rendre ce dîner vraiment spécial. Les parents de Brad viennent, et sa sœur vient de se fiancer, donc nous voulons célébrer ça. Nous avons besoin de gens qui vont être présents. Tu sais, pas en train de vérifier leur téléphone toutes les 5 minutes ou de partir tôt à cause du travail.
Ma tension artérielle a grimpé immédiatement. Je n'ai pas confirmé ma venue pour ensuite me défiler depuis des années. Les quelques fois où j'ai dû manquer des choses, je vous ai prévenu aussi longtemps à l'avance que possible. Allez, Dominica. Tu as manqué l'anniversaire de Tyler le mois dernier. Tu n'as même pas pu venir à la fête de retraite de maman. Tu travailles toujours sur quelque chose de gros. Mais honnêtement, nous sommes juste fatigués de planifier autour de quelqu'un qui ne va jamais vraiment se montrer. Je suis littéralement en train de te dire, là, maintenant, que je serai là. Mon contrat se conclut mercredi. J'aurai tout mon jeudi libre. Elle a soupiré comme si j'étais délibérément difficile. Tu vois, c'est ça le problème. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement là. Il s'agit d'être mentalement présente, de faire partie de la famille au lieu de nous traiter comme une obligation que tu dois cocher sur ta liste. Peut-être que tu devrais prendre cette année pour réfléchir à tes priorités, et l'année prochaine, tu pourras nous rejoindre quand tu seras réellement prête à faire partie de cette famille à nouveau. J'étais stupéfaite, réduite au silence. Après un moment, j'ai réussi à dire « Est-ce que c'est vraiment ce que tu ressens, ou est-ce que ça vient de maman et papa aussi ?» Nous en avons tous parlé, a-t-elle admis. Nous pensons juste qu'un peu d'espace serait bien. Pour t'aider à comprendre ce qui est vraiment important. Je voulais hurler. Je voulais lui dire exactement à quel point j'avais travaillé dur et pourquoi cela comptait. Mais à la place, j'ai juste dit « Très bien. Si c'est ce que vous voulez, je resterai à la maison. Ne sois pas comme ça. Nous n'essayons pas de te blesser. Nous sommes juste honnêtes. » J'apprécie l'honnêteté, ai-je dit, gardant ma voix égale. Passez un excellent Thanksgiving. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte, et je me suis accordé exactement 5 minutes pour être en colère. Puis je me suis remise au travail, parce que j'avais un contrat de plusieurs milliards d'euros à conclure et apparemment aucun dîner de famille pour lequel me presser de rentrer. Les jours suivants ont été un chaos. Nous avons rencontré un autre obstacle avec l'un des investisseurs. Et pendant environ 18 heures, de mardi soir à mercredi matin, il a semblé que tout pourrait s'effondrer. Je n'ai pas dormi. Je vivais pratiquement de café et d'adrénaline. Mais mercredi après-midi, nous avions tout réglé. Chaque signature était en place. Chaque exigence réglementaire satisfaite, chaque terme négocié et convenu. Nous avons conclu l'affaire à 18h47 le mercredi 22 novembre. Mon associé gérant, un gars nommé Richard, qui est dans le capital investissement depuis 30 ans, avait en fait les larmes aux yeux. C'était la plus grande transaction que notre cabinet ait jamais réalisée. Ma commission à elle seule allait être d'un peu plus de 4,3 millions d'euros. L'associé principal empochait quelque chose dans la fourchette des 15 millions d'euros. Nous avons célébré au bureau avec du champagne qui coûtait plus cher que ma première voiture. Richard a fait un discours sur le fait que c'était un moment déterminant pour la carrière de toutes les personnes impliquées, mais surtout pour moi puisque j'avais dirigé l'équipe. Les gens applaudissaient et s'étreignaient, et je ressentais ce mélange étrange de triomphe absolu et de solitude écrasante. Je suis rentré dans mon condo stérile vers 21h02. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise, je me suis changé en pantalon de survêtement, et je me suis assise sur mon canapé. Demain, c'était Thanksgiving, et je n'avais absolument rien à faire. Pas de dîner auquel assister, pas de famille à voir, nulle part où être. J'ai allumé la télé juste pour avoir un peu de bruit et j'ai zappé sur CNN. Il couvrait les nouvelles économiques, ce qu'ils font parfois le soir, et puis je l'ai entendu. Dans un accord révolutionnaire annoncé il y a tout juste quelques heures, la société de capital investissement Ashford & Crane a facilité l'acquisition de Midstream Distribution par un consortium d'investisseurs internationaux, dans une transaction évaluée à 8,7 milliards d'euros. Cela représente le plus grand accord de distribution pharmaceutique de l'histoire de l'industrie, battant le précédent record établi en 2019. Ma nourriture est arrivée à un moment donné. Je crois que j'ai payé le livreur. Honnêtement, je ne m'en souviens pas, parce que j'étais collé à la télé alors qu'ils continuaient de parler de l'affaire. Ils ont fait venir un analyste de l'industrie qui a qualifié cela de moment décisif, et a discuté de la façon dont cela remodèlerait toute la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Ils ont mentionné Ashford & Crane par leur nom 3 fois. Puis ils ont coupé sur des images d'une conférence de presse que nous avions tenue cet après-midi-là. Il y avait Richard au podium, et juste derrière lui,
clairement visible dans le cadre, c'était moi. Mon nom est apparu à l'écran, Dominica Chen, responsable principal des transactions, Ashford Écran. Je suis resté assise là, mon pas de taille refroidissant, à me regarder sur CNN, traitant la folie absolue du timing. Il y a 24 heures, ma sœur m'avait désinvité de Thanksgiving parce que je n'étais pas prête à faire partie de la famille, parce que mon travail n'était pas aussi important que d'être présente. Et maintenant, ce travail faisait littéralement la une des nouvelles nationales. Mon téléphone a commencé à vibrer. Des collègues de l'école de commerce envoyaient des textos de félicitations. D'anciens collègues envoyaient des messages. Mon LinkedIn explosait de notifications, mais rien de ma famille. Ils n'en avaient aucune idée, parce qu'ils n'avaient jamais pris la peine de demander sur quel contrat je travaillais exactement, ou quand il se concluait. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où j'avais essayé d'expliquer à quel point c'était important, à quel point l'opportunité était grande. Et où j'avais été accueilli par des regards vitreux et des implications subtiles selon lesquelles j'utilisais le travail comme une excuse pour éviter la famille. Personne n'avait posé de questions. Personne n'avait montré le moindre intérêt pour comprendre ce que je faisais réellement, ou pourquoi cela nécessitait tant de mon temps et de mon énergie. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillé vers 9 heures. Je faisais du café et je débattais pour savoir si j'allais cuisiner un vrai repas ou juste prendre des céréales quand mon portier a appelé. Mademoiselle Chen, vous avez des visiteurs dans le hall. Je n'attends personne, ai-je dit, confuse. C'est une famille. Ils semblaient incertains. Ils disent qu'ils sont là pour Thanksgiving. Mon estomac s'est noué. Combien de personnes? On dirait 7 ou 8. Je lui ai dit de me donner 5 minutes. J'ai enfilé un jean et un pull, je n'ai pas pris la peine de me maquiller, et je suis descendu. Le trajet en ascenseur a semblé durer une éternité. Les portes se sont ouvertes et ils étaient tous là. Maman, papa, Melissa, Brad, Tyler, et la petite amie de Tyler, Amanda, que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Ils étaient regroupés près du bureau du portier, l'air mal à l'aise et déplacé dans le hall en marbre élégant de mon immeuble. Ma mère m'a vu la première. Son visage s'est illuminé de ce grand sourire qui avait l'air forcé même de l'autre bout de la pièce. Dominica, joyeux Thanksgiving, chérie. Je me suis approché lentement, mon esprit s'emballant. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulions te surprendre, a dit Melissa, sa voix brillante et fausse. Nous nous sentions terribles à propos de ce coup de fil, et nous avons réalisé que nous ne pouvions pas passer Thanksgiving sans toi, alors nous avons décidé d'apporter Thanksgiving à toi. Brad tenait 2 sacs d'épicerie. Tyler avait ce qui ressemblait à une boîte à tartes. Ma mère agrippait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Vous m'avez désinvité il y a 4 jours, ai-je dit d'un ton plat. Vous m'avez dit que je n'étais pas prête à m'asseoir avec la famille. Mon père est intervenu, utilisant sa voix de pacificateur. Chérie, c'était un malentendu. Nous nous sommes mal compris. L'important, c'est que nous soyons tous là maintenant, ensemble, et que nous puissions passer une belle journée. J'ai regardé chacun d'eux. Ma mère ne pouvait pas croiser mon regard. Melissa faisait ce truc où elle penche la tête et sourit comme si elle posait pour une photo. Tyler fixait ses chaussures. Vous avez vu les infos, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Le silence était assourdissant. Finalement, Melissa a laissé échapper ce rire nerveux. D'accord. Oui, nous avons vu CNN hier soir. Dominica, pourquoi tu ne nous as pas dit que ton contrat allait passer aux infos? C'était incroyable. 8,7 milliards d'euros. Je n'avais aucune idée que tu travaillais sur quelque chose d'aussi massif. J'ai essayé de vous le dire, ai-je dit doucement. Plusieurs fois, pendant des mois. Je vous ai dit que je travaillais sur le plus gros contrat de ma carrière. Je vous ai dit que ça valait des milliards. J'ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas venir à certains événements. Mais aucun de vous n'a jamais demandé de détails, parce que vous aviez déjà décidé que mon travail n'était pas aussi important que de se montrer pour les dîners d'anniversaire. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Tu disais toujours juste que tu étais occupé par le travail. Tu n'as jamais expliqué que c'était quelque chose d'aussi important. J'ai ri, en fait. C'est sorti dur et amer. Je vous ai dit que c'était le plus gros contrat de ma carrière. Je vous ai dit que ça valait des milliards. Qu'est-ce que vous pensiez que ça voulait dire,
exactement? Et plus important encore, pourquoi aviez-vous besoin que mon travail passe sur CNN avant de croire qu'il comptait? Dominica, allez, a dit Tyler, parlant pour la première fois. Ne sois pas comme ça. On est là maintenant. On est fiers de toi. Vous êtes là maintenant, ai-je répété. Le matin après m'avoir vu aux informations nationales, rattaché à un contrat record. Où étiez-vous il y a 4 jours quand Melissa a appelé pour me désinviter? Où était toute cette fierté quand je manquais des événements parce que je travaillais 100 heures par semaine pour que ça arrive? Nous avons fait une erreur, a dit mon père. Nous l'admettons. Pouvons-nous s'il te plaît juste monter et prendre un bon repas ensemble? Nous avons apporté tout ce qu'il faut pour cuisiner. J'ai regardé ces gens qui partageaient mon ADN, à qui j'avais passé 29 ans à essayer de plaire, essayant de rentrer dans leur vision de qui je devrais être. J'ai pensé à chaque commentaire dédaigneux, chaque fois que mes réussites étaient minimisées ou ignorées, chaque fois qu'on m'avait fait sentir que je les décevais en poursuivant ma carrière. Non, ai-je dit. Ma mère a cligné des yeux. Quoi? Non, vous ne pouvez pas monter. Non, nous ne passons pas Thanksgiving ensemble. Vous m'avez désinvité parce que vous avez décidé que je n'étais pas prête à faire partie de la famille. Alors, je suis votre conseil. Je prends ce temps pour réfléchir à mes priorités. Et pour l'instant, ma priorité n'est pas de passer mon jour de congé avec des gens qui ne me valorisent que quand je passe à la télévision. Dominica, c'est ridicule, a dit Melissa, sa voix devenant tranchante. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas juste nous renvoyer. Vous m'avez renvoyé en premier, ai-je souligné. Vous m'avez dit de passer mon tour. Alors, c'est ce que je fais. Profitez tous de votre dîner chez vous avec la famille de Brad. Je suis sûr que ce sera charmant et spécial, exactement comme vous l'avez prévu. C'est puéril, a dit Brad, prenant la parole pour la première fois. Ta sœur s'est excusée. Le moins que tu puisses faire est de l'accepter gracieusement. Je me suis tourné pour le regarder. Elle ne s'est pas excusée. Personne ne s'est excusé. Vous vous êtes tous juste pointés en vous attendant à ce que je sois reconnaissante que vous vouliez bien me donner votre temps, maintenant que vous réalisez que ma carrière est en fait impressionnante. Ce n'est pas une excuse. C'est vous qui essayez de profiter de la gloire. Oh mon Dieu, a dit Melissa en levant les yeux au ciel. C'est exactement ce dont je parlais. Tu es tellement concentré sur ta carrière que tu ne peux même pas accepter une branche d'olivier de ta propre famille. Tout tourne autour du travail avec toi. Quelque chose en moi a craqué. Tu sais quelle a été la meilleure partie d'hier? Après avoir conclu le contrat, après le champagne et la célébration, je suis rentré seul. J'ai commandé des plats à emporter, je me suis assise sur mon canapé dans mon appartement stérile, et j'ai regardé CNN couvrir la plus grande réussite professionnelle de ma vie. Et c'était en fait paisible. Je ne m'inquiétais pas de décevoir qui que ce soit. Je ne me sentais pas coupable de ne pas être ailleurs. J'étais juste fier de moi. Quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu l'impression d'avoir le droit d'être autour de vous tous. Ma mère avait les larmes aux yeux maintenant. Comment peux-tu dire ça? Nous avons toujours été fiers de toi. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je suis entré à Yale et tu as demandé si je rentrerais quand même pour Noël. J'ai acheté mon propre appartement à Manhattan à 27 ans et Melissa a dit qu'il avait l'air solitaire. J'ai passé 6 ans à bâtir une carrière incroyable, et jusqu'à hier, vous traitiez tous ça comme un passe-temps qui gênait mes vraies responsabilités. Alors, pardonnez-moi si j'ai du mal à croire que vous êtes soudainement fiers maintenant. Qu'est-ce que tu veux de nous? A demandé Tyler, frustré. Tu veux qu'on rentre? On est venu jusqu'ici pour arranger les choses. Je veux que vous partiez, ai-je dit simplement. Je veux que vous retourniez chez Melissa et que vous preniez votre dîner avec les gens qui sont prêts à être là. Et je veux que vous réfléchissiez à si je vous manque vraiment, ou si vous n'aimez juste pas l'image que ça donne maintenant que tout le monde sait que j'ai réussi. Je me suis retourné pour marcher vers l'ascenseur. Mon père m'a appelé. Dominica, s'il te plaît, ne fais pas ça. La famille, c'est la famille. Nous devrions être capables de surmonter ça. Je me suis arrêté et je les ai regardés une dernière fois. La famille, c'est la famille, papa. C'est pour ça que ça a fait si mal quand la mienne a décidé que je ne valais pas la peine d'être là, à moins que je ne remplisse leurs critères spécifiques. Tu as raison, nous surmonterons ça éventuellement, mais ce ne sera pas aujourd'hui,
et ce ne sera pas juste parce que vous m'avez vu à la télé et avez réalisé que je pourrais en fait être quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton de mon étage. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes ne se ferment, c'était eux tous, debout là dans le hall, l'air choqué et impuissant. Je suis remonté, j'ai verrouillé ma porte à double tour, et je me suis laissé aller à pleurer un bon coup. Puis je me suis ressaisi, j'ai commandé une quantité indécente de nourriture chinoise de mon endroit préféré, et j'ai passé Thanksgiving à regarder des films et à répondre aux messages de félicitations de collègues qui comprenaient réellement ce que j'avais accompli. Vers 19h, j'ai commencé à recevoir des textos. D'abord de Tyler, on est rentré. On est tous vraiment bouleversés. S'il te plaît reconsidère. Puis de ma mère, je t'aime tellement. Je suis désolé que tu souffres. Est-ce qu'on peut parler bientôt s'il te plaît? Puis Mélissa, je pense qu'on a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. J'espère que tu vas bien. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'étais pas cruel et je n'essayais pas de les punir. Je n'avais juste sincèrement rien à dire pour l'instant. J'avais besoin de temps pour tout traiter, pour comprendre quel genre de relation je voulais avec eux à l'avenir, si tant est qu'il y en ait une. Vendredi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués. Mon premier instinct a été la panique, pensant qu'il était arrivé quelque chose de terrible. Mais en faisant défiler, j'ai vu qu'ils provenaient de membres de la famille élargie dont j'avais à peine des nouvelles. Tante Carole, que je voyais peut-être une fois tous les 2 ans. Ma cousine Jennifer de Boston. Le frère de mon père, oncle Marc, à qui j'avais parlé exactement 3 fois dans ma vie d'adulte. Les messages vocaux étaient tous des variations du même thème, je t'ai vu aux infos. Tellement fier. On devrait se voir bientôt. C'était fascinant de voir comment le succès vous rendait soudainement visible aux yeux de gens qui n'avaient jamais pris la peine de prendre de vos nouvelles avant. Ma colocataire d'université, Rebecca, a appelé vers 10h. Contrairement à ma famille, elle suivait ma carrière de près depuis des années. Elle connaissait chaque promotion, chaque contrat majeur, chaque sacrifice que j'avais fait. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé, sautant entièrement les politesses. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'étais encore en pyjama, buvant du café sur mon canapé. Le contrat est conclu, ce qui est incroyable, mais tout ce qui se passe avec ma famille est un désastre complet. Raconte-moi. Alors, je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, du coup de fil de Mélissa à la confrontation dans le hall. Rebecca a écouté sans interrompre, ce qui était l'une des choses que j'avais toujours aimé chez elle. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit. Tu sais ce qui est dingue. Je t'entends parler de ta famille depuis des années, et ça ne me surprend pas du tout. Ils ont toujours traité ta carrière comme si c'était une phase dont tu sortirais en grandissant. Je n'arrêtais pas de penser que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez, ils finiraient par comprendre. Mais tu ne devrais pas avoir à passer sur CNN pour que ta propre famille te respecte, a souligné Rebecca. C'est ça tout le problème. Ils ne s'en soucient maintenant que parce que d'autres personnes leur disent que tu es impressionnante. Ils ne pouvaient pas le voir par eux-mêmes. Elle avait raison, évidemment, mais l'entendre à voix haute a fait s'apaiser quelque chose dans ma poitrine. J'avais passé tellement de temps à me remettre en question, me demandant si j'étais peut-être vraiment trop concentrée sur le travail, trop absente, trop ambitieuse. Avoir quelqu'un pour valider que le comportement de ma famille était en fait le problème ressemblait à une permission de faire confiance à mon propre jugement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. Je n'en ai aucune idée. Une partie de moi veut juste couper les ponts entièrement, mais c'est quand même ma famille. Tu sais que ça doit compter pour quelque chose. Ça compte pour quelque chose, a convenu Rebecca. Mais ça ne compte pas pour tout. C'est toi qui décides quel rôle ils jouent dans ta vie, pas eux. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle m'a raconté son propre Thanksgiving, qui impliquait la famille de son partenaire et apparemment un incident avec une dinde frite qui avait failli brûler leur garage. Le chaos normal des fêtes, le genre que je pensais que j'aurais. Après avoir raccroché, j'ai décidé d'aller me promener. Manhattan était plus calme que d'habitude. Beaucoup de gens étaient encore hors de la ville pour le week-end des fêtes. J'ai fini à Central Park, errant simplement sur les sentiers et réfléchissant. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. « Chérie, je sais que tu as besoin d'espace, mais s'il te plaît, sache que je t'aime. Je suis désolé de ne pas avoir compris à quel point ton travail était important.
Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu devais choisir entre ta carrière et ta famille. Tu n'aurais pas dû avoir à choisir. J'aurais dû soutenir les deux. C'était la chose la plus consciente d'elle-même que ma mère m'ait jamais dite. Je l'ai lu 3 fois, cherchant le piège, la nuance, le mais et qui suivait habituellement ses excuses. Il n'y en avait pas. J'ai répondu par texto, merci d'avoir dit ça. Je t'aime aussi. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Elle a répondu immédiatement avec un emoji cœur et prends tout le temps dont tu as besoin. Samedi a apporté un genre de chaos différent. Mon profil LinkedIn avait explosé. J'avais plus de 300 nouvelles demandes de connexion, des dizaines de messages de recruteurs, et plusieurs demandes d'interviews de publications économiques. L'équipe de relations publiques de notre cabinet m'a contacté pour tout coordonner, s'assurant que je ne dise pas accidentellement quelque chose qui violerait les accords de confidentialité ou créerait des problèmes juridiques. J'ai passé la majeure partie de la journée en appel avec divers journalistes, tous posant des variations des mêmes questions. Comment avions-nous structuré l'accord? Qu'est-ce qui rendait cette acquisition unique? Quels conseils donnerais-je aux jeunes femmes dans la finance? À la fin de la journée, mon succès professionnel semblait plus réel qu'il ne l'avait jamais été. Ces gens n'étaient pas une famille obligée d'être impressionnés. C'étaient des experts de l'industrie sincèrement intéressés par ce que j'avais accompli. Dimanche après-midi, j'ai reçu un texto inattendu de Brad, le mari de Melissa. Nous n'avions jamais été proches. Il semblait toujours me voir comme la sœur bizarre et bourreau de travail de Melissa qui se montrait occasionnellement et partait tôt. Et Dominica. Je voulais te contacter séparément de Melissa. Je te dois des excuses. Le matin de Thanksgiving, quand nous nous sommes présentés à ton immeuble, je t'ai traité de puéril pour ne pas avoir accepté les excuses. Mais tu avais raison. Nous ne nous étions pas vraiment excusés. Nous nous attendions juste à ce que tu sois reconnaissante que nous te donnions de l'attention. C'était mal. Je suis désolé. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Brad n'était pas exactement connu pour son introspection ou son intelligence émotionnelle. Le fait qu'il ait envoyé ça tout court signifiait qu'il y avait vraiment réfléchi. J'apprécie que tu dises ça, ai-je tapé en retour. Ça demandait du courage. Melissa est un gâchis depuis jeudi, a-t-il continué. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a tout gâché. Je pense qu'elle réalise qu'elle a été en compétition avec toi tout ce temps au lieu de te soutenir. C'est dur à affronter. Est-ce qu'elle va bien? Elle ira bien. Mais je pense que vous deux devez avoir une vraie conversation, éventuellement. Pas aujourd'hui, pas cette semaine, mais éventuellement. Ouais, ai-je convenu? Éventuellement. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai parcouru de vieux albums photos sur mon ordinateur, des photos de l'enfance, des vacances en famille, des fêtes. Il y en avait une de ma remise de diplôme au lycée où je tenais ma lettre d'acceptation à Yale. Mes parents étaient de chaque côté de moi, rayonnant de fierté. Nous avions l'air sincèrement heureux. Quelque part en chemin, cette fierté s'était transformée en autre chose. Peut-être que c'était quand j'avais cessé de suivre le scénario qu'ils avaient imaginé pour moi. Peut-être que c'était quand mon succès avait commencé à les mettre mal à l'aise parce qu'ils soulignaient la nature conventionnelle de leur propre choix. Peut-être qu'ils avaient toujours été comme ça et que j'avais juste été trop désireuse de plaire pour le remarquer. J'ai trouvé une photo de Thanksgiving d'il y a 4 ans. Nous étions tous entassés sur le canapé de Melissa, le bras de quelqu'un coupé au bord du cadre, Tyler faisant une grimace stupide, ma mère riant de quelque chose que mon père avait dit. J'étais coincé à côté de mon neveu, l'air fatigué mais heureuse. J'avais quitté ce dîner tôt pour un appel professionnel. Je me souvenais que Melissa avait fait un commentaire à ce sujet, quelque chose de passif-agressif sur les priorités. Le moment était déjà empoisonné avant qu'il ne se termine. Lundi matin, je suis retourné au bureau. L'énergie était électrique. Tout le monde surfait encore sur la vague de l'affaire, et on parlait de bonus de fin d'année qui seraient substantiels. Richard m'a attiré dans son bureau dès la première heure. « Comment gères-tu toute cette attention ?» a-t-il demandé. « C'est beaucoup, ai-je admis. Mais bien. Bizarre, mais bien. Tu as mérité chaque miette de tout ça. Je veux que tu le saches. » Il s'est penché en arrière dans sa chaise, m'étudiant. « Je veux aussi que tu saches que nous te surveillons de près pour les prochaines étapes. Le partenariat est sur la table. Dominica,
tu es prête pour ça. Partenariat. À 29 ans, dans un cabinet où l'associé moyen avait 45 ans. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, et l'entendre à voix haute rendait la chose réelle d'une manière que même l'affaire réussie n'avait pas faite. Merci, ai-je réussi à dire. Ça signifie tout pour moi. Tu as beaucoup sacrifié pour cette carrière, a dit Richard. Et quelque chose dans son ton m'a fait lever les yeux brusquement. Je sais que tu as manqué Thanksgiving avec ta famille. Je sais que tu as manqué beaucoup de choses au fil des ans. Je veux que tu saches que nous voyons cela et que nous le valorisons, mais je veux aussi m'assurer que tu prends soin de toi. Ce travail peut te consumer si tu le laisses faire. C'était d'une prévenance inattendue, et je me suis surprise à avoir les larmes aux yeux. Je vais bien. En fait, manquer Thanksgiving a peut-être été la meilleure chose qui pouvait arriver. Ça a forcé des prises de conscience attendues depuis longtemps. Il n'a pas insisté, il a juste hoché la tête. Eh bien, prends quelques jours pour récupérer cette semaine. On se préparera pour la prochaine après les fêtes. Le lendemain, mardi, j'ai finalement répondu au texto de Mélissa concernant un déjeuner. Je ne suis pas encore prête, mais j'apprécie les excuses. Je pense que nous avons toutes les deux besoin d'un peu d'espace pour traiter tout ça. Peut-être qu'on pourra parler après les fêtes, a-t-elle répondu en quelques minutes. Oui, absolument. Merci d'avoir au moins répondu. J'avais peur que tu ne me parles plus jamais. Je ne suis pas si dramatique, ai-je tapé, puis j'ai marqué une pause. En fait, peut-être que je l'étais. Peut-être que j'avais gagné le droit d'être dramatique après des années à me plier en quatre pour accommoder les sentiments de tout le monde pendant que les miens étaient rejetés. Tu avais le droit de l'être, a répondu Mélissa. Ce que j'ai dit lors de cet appel était cruel. J'y ai pensé sans arrêt. Je crois que j'essayais de te punir parce que tu réussissais, car ça me faisait me sentir inadéquate. C'est mon problème, pas le tien. J'y travaille. C'était le plus d'honnêteté qu'elle ait jamais eu avec moi. Je ne savais pas encore quoi en faire, mais c'était quelque chose. Mercredi soir, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. « Salut, chérie », a-t-il dit, sa voix prudente. « C'est un bon moment ? » ?»« C'est bon. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Je voulais te parler de Thanksgiving. »« De tout, en fait. » Il a marqué une pause et je l'ai entendu prendre une inspiration. « Ta mère et moi avons beaucoup discuté. Nous sommes allés voir un conseiller hier, en fait, un thérapeute familial. Cela m'a cloué sur place. Mes parents n'avaient jamais été des gens de thérapie. Ils étaient plutôt de la génération où on ne lave pas notre linge sale en public. Nous réalisons que nous n'avons aucune idée de comment communiquer avec toi désormais, a-t-il continué. Et c'est notre échec, pas le tien. Nous t'avons élevée pour être indépendante et ambitieuse, et puis nous t'avons punie pour ça parce que ça ne ressemblait pas à ce à quoi nous nous attendions. Ce n'est pas juste et ce n'est pas correct. Papa, ai-je commencé, mais il a continué. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai répété ça. Une autre inspiration. Tu es une personne incroyable, Dominica. Tu es brillante, motivée et tu as réussi. Et au lieu de célébrer ça, nous t'avons fait sentir que tu devais le cacher ou t'en excuser. Je pense que nous avions peur. Peur de ne plus pouvoir communiquer avec toi. Peur que tu aies déménagé dans un monde que nous ne comprenions pas et que tu n'aies plus besoin de nous. Ma gorge était serrée. J'ai toujours eu besoin de vous. J'avais juste besoin que vous soyez fiers de moi pour qui je suis vraiment, pas pour qui vous vouliez que je sois. Je le sais maintenant. Je suis tellement désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Sa voix s'est brisée. Je t'ai regardé à la télé parler de ce contrat et j'ai pensé, je n'ai aucune idée de ce que la moitié de ces termes signifient. Et puis j'ai pensé, ma fille sait. Ma fille a dirigé ça. Et je ne lui ai jamais demandé de m'expliquer parce que j'étais trop occupé à être déçu qu'elle ne soit pas au dîner du dimanche. Je pleurais maintenant, doucement, assise sur mon canapé dans mon appartement de Manhattan que ma sœur avait qualifié de stérile. La thérapeute a dit quelque chose hier qui m'a vraiment frappé, a continué papa. Elle a dit que parfois, les parents ne supportent pas quand leurs enfants les dépassent. Cela menace leur identité de sages, de ceux qui ont réussi. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Tu nous as dépassés, Dominica, de toutes les manières mesurables.
Et au lieu d'être fiers, nous nous sommes sentis diminuer. Ce n'est pas ma faute, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne me sentais. Non, absolument pas. C'est la nôtre et nous y travaillons. Nous allons continuer à voir cette thérapeute. Nous allons faire mieux. Je ne te demande pas de nous pardonner tout de suite ou de revenir pour Noël ou quoi que ce soit de ce genre. Je te demande juste de laisser la porte ouverte. S'il te plaît. J'ai repensé à cette photo de ma remise de diplôme au lycée. La fierté sur leur visage quand je suis entré à Yale. C'était réel. Peut-être que cela pourrait être réel à nouveau, aussi, avec du travail, du temps et des limites. La porte n'est pas fermée, ai-je finalement dit. Mais elle n'est pas grande ouverte non plus. Vous m'avez blessé, papa. Vous tous. Et me voir à la télé n'efface pas ça. Je sais. Je comprends. Nous prendrons tout ce que tu es prêt à donner. Nous avons parlé quelques minutes de plus, surtout de la pluie et du beau temps. Il a posé des questions sur l'affaire, et pour la première fois, je l'ai vraiment expliqué, la structure, les défis, les négociations. Il a écouté sans interrompre, posant des questions occasionnelles qui montraient qu'il essayait vraiment de comprendre. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus légère, d'une certaine manière. Pas guérie, mais peut-être sur la voie de la guérison. Le lendemain, vendredi, j'ai reçu un email de Richard. La couverture médiatique de notre affaire avait été écrasante. Nous recevions des demandes d'interview de Bloomberg, du Wall Street Journal, de Forbes. Tout le monde voulait parler à l'équipe qui avait réussi la plus grande acquisition de distribution pharmaceutique de l'histoire. Il a demandé si j'accepterais d'apparaître dans certains de ses articles, et j'ai dit oui. Pendant le week-end, le chat de groupe familial qui était silencieux depuis mardi est soudainement devenu actif. Mon père a envoyé un lien vers l'article du Wall Street Journal qui me mentionnait par mon nom. Ma mère a envoyé un emoji cœur. Tyler a envoyé « Fier de toi, sœurette ». Mélissa a envoyé un message plus long. J'ai beaucoup réfléchi et je réalise que je te dois de vraies excuses, pas seulement pour t'avoir désinvité, mais pour des années à ne pas prendre ta carrière au sérieux. Je crois que j'étais peut-être un peu jalouse si je suis honnête. Tu as accompli tant de choses et je me sentais laissé pour compte. Ce n'est pas une excuse, juste une explication. Je suis sincèrement désolé de la façon dont je t'ai traité. Si tu es d'accord, j'aimerais t'emmener déjeuner la prochaine fois que tu rentreras et vraiment parler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, s'accrocher à ma colère et à ma blessure, mais une autre partie de moi reconnaissait qu'il fallait du courage pour admettre la jalousie et offrir de vraies excuses sans réserve ni excuse. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis encore en train de comprendre ce que je ressens et ce que je veux, mais pour la première fois dans toute ma relation avec ma famille, j'ai l'impression d'avoir le contrôle. Je ne me plie pas en quatre pour leur plaire ou prouver que je mérite leur temps. Ce sont eux qui tendent la main, font un effort, reconnaissent qu'ils avaient tort. Ma thérapeute, que j'ai commencé à voir après tout le gâchis de Thanksgiving, dit que c'est en fait sain. Elle dit que j'ai passé la majeure partie de ma vie à chercher la validation de gens qui n'allaient jamais me la donner selon mes termes, et que leur intérêt soudain maintenant que j'ai une validation externe est révélateur. Elle m'encourage à prendre mon temps pour décider quel rôle je veux qu'ils jouent dans ma vie à l'avenir. Je ne sais pas si j'aurai un jour une relation normale avec ma famille. Je ne sais pas s'ils sont capables de me valoriser pour ce que je suis plutôt que pour la façon dont mon succès rejaillit sur eux. Mais ce que je sais, c'est que j'ai fini de m'excuser pour mon ambition. J'ai fini de minimiser mes réussites pour mettre les autres à l'aise. J'ai fini d'être traité comme la déception de la famille alors que je cartonne en fait de toutes les manières mesurables. La semaine prochaine, je m'envole pour Londres pour des réunions avec nos investisseurs. En janvier, je suis promu associé, la plus jeune de l'histoire du cabinet. Ma vie est exactement ce pourquoi j'ai travaillé, et je refuse de me sentir coupable de ça désormais. Quant à Thanksgiving, j'ai décidé que j'accueillerai l'année prochaine dans mon appartement stérile. J'invite mes collègues, mes amis de l'école de commerce, et quiconque m'a soutenu en cours de route. Ma famille est la bienvenue si elle parvient à se montrer sans jugement ni condition. Mais il ferait mieux d'appeler avant, parce que je vérifierai les noms à la porte. Mise à jour. D'accord, ça a explosé bien plus que je ne l'espérais. J'ai reçu des centaines de messages et je voulais aborder quelques questions et commentaires courants. Premièrement, oui, c'est réel.
Je reste délibérément vague sur les noms spécifiques et les détails concernant mon cabinet parce que je tiens à ma vie privée et à ma réputation professionnelle, mais l'histoire centrale est absolument vraie. Deuxièmement, beaucoup de gens demandent si j'ai parlé à ma famille depuis Thanksgiving. La réponse est oui, en quelque sorte. J'ai eu un appel téléphonique avec mon père la semaine dernière qui a été en fait assez productif. Il s'est excusé sans chercher d'excuses et a reconnu qu'il m'avait tous prise pour acquise. Il a dit que ma mère est dévastée et veut arranger les choses, mais elle ne sait pas comment. Je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps, et il a respecté ça. Mélissa et moi avons échangé quelques textos de plus. Elle m'envoie des articles sur les relations entre frères et sœurs et la dynamique de l'ordre de naissance, ce qui est très réel. Elle essaie, et j'apprécie ça, mais nous ne sommes pas encore au déjeuner. Peut-être qu'on y arrivera. Tyler m'a envoyé un mème drôle hier, ce qui est fondamentalement son langage de l'amour, donc je pense qu'on est bon. Troisièmement, certaines personnes disent que je suis trop dur et que la famille, c'est la famille. Je vous entends, mais respectueusement, je ne suis pas d'accord. Être apparenté à quelqu'un ne lui donne pas le droit de vous traiter mal et de s'attendre ensuite à un pardon instantané quand ça l'arrange. J'ai passé des années à essayer de maintenir des relations avec des gens qui ne respectaient clairement ni moi ni mes choix. Poser des limites n'est pas une punition. C'est de la préservation de soi. Enfin, à tous ceux qui ont partagé leurs propres histoires de moutons noirs ou d'ambitieux de la famille, merci. Ça aide de savoir que je ne suis pas seul là-dedans. Nous méritons tous d'être célébrés pour nos accomplissements, pas qu'on nous fasse sentir coupables à cause d'eux. Je suis dans un bon endroit en ce moment. Ma carrière est florissante. Ma thérapeute dit que je fais des progrès. Et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de vivre ma vie selon mes propres termes. Quoi qu'il arrive avec ma famille, je sais que je m'en sortirai parce qu'à la fin de la journée, j'ai conclu un accord de 8,7 milliards d'euros en Chine.